Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. De retour ici à Lyon pour ce sommet international sur le climat et les territoires. Deuxième journée, journée de conclusion où aujourd'hui, normalement, on devrait avoir toute une série d'annonces qui seront faites de la part des élus de terrain, de la part des entreprises, de la part des associations pour s'engager en vue du climat. Vous savez qu'hier, François Hollande a fait un grand discours qui a permis aussi d'annoncer que les collectivités auront le droit d'avoir une sorte de fonds, d'avoir un peu d'argent également pour pouvoir intervenir sur le réchauffement climatique. Sommet très important ici à Lyon au Conseil régional de Rhône-Alpes. Deux invités m'ont rejoint ce matin pour ouvrir ces travaux. Je vous présente Michel Saban, que vous connaissez sur notre antenne, qui vient régulièrement, présidente du R20, c'est le réseau qui mobilise l'ensemble des régions. Nous parlerons également du rôle des femmes, très important, notamment sur le développement durable et sur l'énergie, énergie positive bien évidemment. Et à vos côtés, Pierre Canet, qui est responsable développement durable, climat, énergie, WWF. Vous connaissez cette association, fameuse association, on le voit sur votre pins, avec le panda, qui est le symbole évidemment de cette association. Michel Samon, honneur aux femmes bien évidemment, parce que c'est important cette mobilisation des femmes dans le secteur des climats, de l'activité, du territoire également. Elle est essentielle. Vous ne pouvez pas proposer des solutions sans y associer les femmes. Et je l'ai mesuré au Maroc il y a un mois à peu près, où nous avons réuni les femmes marocaines pour le climat. Plus de 600 personnes présentes, avec des personnalités internationales, dont Marie Robinson, qui est l'émissaire de M. Ban Ki-moon pour les femmes pour le climat. Et nous avons décidé de mettre en place un fonds vert pour les femmes. Et ce fonds vert sera alimenté justement pour pouvoir permettre, dans un esprit de solidarité entre les territoires et aussi les femmes, pouvoir permettre à les femmes de développer des entreprises, qu'elles soient des start-up ou autres. Et je pense que c'est essentiel. Pourquoi ? Je suis allée à Shanghai pour un événement sur le climat, notamment dans une ville importante qui est Shenzhen. Et nous avons décidé de convoquer une conférence des femmes chinoises pour le climat, fin octobre. Et je sais combien le président de la COP21, M. Laurent Fabius, est très attaché à ça. Et donc nous allons amplifier le mouvement. Et je n'exclus pas, je réfléchis là-dessus avec d'autres, pour pouvoir avoir un moment fort pendant la COP21. Des femmes dans le monde, vous savez que maintenant avec Internet ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Une mobilisation pour pousser les gouvernements à trouver une solution. Alors on va évidemment parler de ce qui s'est passé hier, ce discours fondateur aussi du président de la République qui est venu essayer de mobiliser un petit peu tout le monde. Je vous propose un extrait dans quelques secondes. Pour un résumé d'abord, Pierre Canet, vous êtes aussi l'un des experts, l'un des responsables, celui qu'on voit beaucoup dans les sommets et qui va négocier. Comment vous imaginez, vous, le futur, en tout cas à la fin de ce sommet, dans l'optique de la COP21 à Paris ? L'important, c'est qu'effectivement, cette mobilisation sur le front, parce que finalement, tous ces acteurs réunis au sommet des territoires, ils sont en première ligne. En première ligne de la mise en œuvre de ce qui va être décidé à la COP21, c'est-à-dire ces fameuses contributions qui ont été transmises, posées sur la table par les pays, eh bien, ces acteurs sont déjà enclenchés, sont déjà impliqués dans la transition énergétique, la transition écologique. Et c'est important d'ici à la COP21 que les gouvernements reconnaissent cette action, reconnaissent ce rôle crucial que les collectivités locales, que les territoires, que les peuples autochtones peuvent jouer dans la mise en œuvre des décisions qui seront prises à la COP21. Alors je vous propose donc d'écouter François Hollande, on va réagir juste après. François Hollande qui était hier ici à Lyon pour ce sommet climat-territoire. Alors il faut toujours s'imposer les règles qu'on édicte à l'échelle internationale pour soi-même. En France, nous avons donc d'abord fait voter une loi. En France, tout commence par une loi. On ne sait pas comment ça se termine, mais ça commence toujours par une loi. Et c'est la loi sur la transition énergétique et écologique. Cette loi permet là aussi de dégager un fonds qui n'est pas le seul sur lequel les collectivités locales pourront puiser, mais un des fonds, et c'est le fonds de transition énergétique. Des territoires ont été appelés, dans le cadre du projet à énergie positive, exactement ce que nous proposons pour le monde. Et je crois qu'il y a 500 villes et territoires en France
qui ont répondu à l'appel et 216 qui sont déjà en cours de signature. Ça pourra générer 1 ou 2 milliards d'euros très rapidement de travaux. Créer, on parle de 100 000 emplois dans le secteur du bâtiment, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, des nouvelles technologies. Ce que nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure à Lyon en était l'illustration. La Caisse des dépôts, son directeur général est là, va mettre en place 15 milliards d'euros pour le financement de la transition écologique et énergétique. L'Europe, c'est le plan Juncker, même esprit. Dégager des fonds supplémentaires pour les infrastructures, pour les énergies renouvelables, pour également l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, les transports. Eh bien, pour le monde, nous devons avoir ces fonds-là à un niveau encore plus important, mais essentiellement dédiés aux pays en développement et aux pays qui veulent accéder aux technologies. Ah oui, ce sont des annonces très importantes qui ont été faites par François Hollande hier. Michel Saban, on voit bien que les collectivités, l'argent, c'est encore le nerf de la guerre, on l'a rappelé à nombreuses reprises hier, mais cette fois, les collectivités vont avoir un rôle majeur, et notamment après les annonces qui vont être faites en fin de journée aujourd'hui. Parce que je pense que depuis Copenhague, c'est la première fois où on associe autant les acteurs locaux et territoriaux. Et le président de la République s'en est rendu compte au fur et à mesure de ses déplacements, le rôle essentiel des collectivités locales et territoriales. Elles sont dans l'action, elles ne sont pas simplement dans la réflexion. Et donc à partir de là, pour pouvoir permettre une poussée, je dirais, vers une solution à Paris, parce que c'est aussi ça l'essentiel. Moi je vais vous dire, j'étais à la conférence de Yamoussoukro, le président de la République en a parlé. Dans la déclaration de Yamoussoukro, nous avons décidé de faire voter 1% des budgets municipaux, c'est 196 communes en Côte d'Ivoire, dédiées au climat. C'est énorme. Et c'est dans la digne prolongation, je dirais, de la décision qui a été annoncée hier. Je souhaite que ça soit amplifié dans tous les pays, justement, parce que les pays du Sud sont concernés, mais ils ont envie de progresser. Ils ont envie d'être dans cette dynamique. Et moi, je suis très attentive à ce qui va se passer un peu partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin. Et je crois que le président de la République s'y rend, parce que c'est là aussi. Il est sur place aujourd'hui, et c'est bien pour cela. C'est aussi en vue de la COP. Il y a d'autres choses, mais c'est vrai qu'il faut mobiliser les pays du Sud. Et vous, Pierre Canet, justement, quand vous faites partie de ces négociations, les pays du Sud, on a besoin de les aider, d'autant plus avec des sommes d'argent très importantes. Mais pas que cela. Tout à fait. Et le président de la République l'a rappelé hier. La question clé, c'est de savoir combien d'argent. Parce que actuellement, les financements qui sont mobilisés ne sont pas à la hauteur. Il y a cet engagement de Copenhague de 100 milliards dédiés au financement, à la lutte contre le changement climatique. Ces 100 milliards, on attend toujours d'avoir un peu plus de visibilité sur la trajectoire d'ici à 2020. Vous voulez dire quoi? Ce n'est pas clair pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a pas de gage donné sur cette trajectoire vers 100 milliards. C'est-à-dire que nous avons à peu près récolté 10 milliards pour le fonds vert cette année, sur 3 ans. La question, c'est de savoir comment on arrivera à 100 milliards d'ici à 2020 sur l'ensemble des financements de lutte contre le changement climatique et peut-être rehausser, relever cette ambition après 2020. Oui, parce qu'on annonce des chiffres comme ça, 100 milliards, ça peut paraître énorme, évidemment, pour tout le monde, mais c'est difficile déjà à récolter et puis il faut l'organiser, donc c'est très compliqué à mettre en place. Si vous comparez les 100 milliards à côté des subventions qui sont mises sur les énergies fossiles, par exemple, vous arrivez à 2000 milliards, donc finalement 100 milliards, c'est très peu. Qu'est-ce que vous appelez énergie fossile pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien? Qu'est-ce que vous appelez énergie fossile? Pétrole, charbon. Donc c'est vraiment des subventions et des soutiens qui sont apportés à l'industrie pétrolière. Et en même temps, si vous n'apportez pas ce soutien à ces industries, ce sont des emplois en moins. Donc de toute façon, il y a un moment donné... Non, il y a une transition à construire. Et cette transition, elle est possible via notamment des subventions dans le secteur des énergies renouvelables. On voit que les financements dans les renouvelables, c'est actuellement 250 milliards. Il faut porter à 500 milliards actuellement, si on souhaite effectivement porter à plus grande échelle le développement des énergies renouvelables. Michel Saban, on voit bien qu'on dérive un petit peu de l'emploi de ces... Moi, je veux parler d'actions et de projets réalisés. Et des projets réalisés pour les peuples. Le président a dit quelque chose aussi très fort. Il a dit il faut intervenir dans les transports, dans tout ce qui touche à la question des déchets, tout ce qui touche... Et ça, nous avons des actions. Le R20, là, qui est une ONG qui aujourd'hui essaye non seulement d'apporter des solutions, mais de faire des actions. À Oran, à la wilaya d'Oran, nous avons mis en place une usine de retraitement de déchets. Elle est en train de se réaliser, mais en parallèle, nous sommes en train de former la population au tri sélectif. Et en même temps, nous formons une centaine de jeunes, filles et garçons, sortis du système scolaire,
C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de chemin pour travailler dans cette usine de retraitement de déchets, ce qui crée des emplois. Et je crois que c'est une méthode, une pratique que nous devons pratiquer partout. Et si on peut se donner les moyens, et moi je pense à cette jeunesse, et c'est là où vous avez raison, et nous sommes je dirais en pleine cohérence, c'est qu'il faut apporter ces solutions financières, tant mieux, oui, mais aussi des solutions pour vivre. Et c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humain qui est en danger. Ça veut dire qu'il ne faut pas sauver la planète, il faut nous sauver de nous-mêmes. Il faut sauver nos jeunes. C'est une mobilisation qui vient de partout et c'est pas Pierre Canet qui dira le contraire, bien évidemment, qui viennent des associations notamment et notamment des citoyens qui doivent aussi faire changer une sorte de changement de mentalité, une sorte de révolution. C'est une mobilisation croissante et on le voit au sommet des territoires, mais c'est vrai aussi, il y a quelques mois, à New York avec la marche mondiale pour le climat où 400 000 personnes se sont mobilisées à New York. On en a vu 600 000 à travers le monde et on voit cet élan des citoyens, des maires qui viennent pour se mobiliser, des responsables de région. On a véritablement, je pense, une prise de conscience. Maintenant, c'est de savoir comment cette prise de conscience va être capitalisée, comment on va capitaliser sur cette prise de conscience, comment elle va se traduire par des décisions et par relever l'ambition à très court terme ces prochaines années, puisqu'on sait que la fenêtre d'action se referme progressivement. Et cette semaine, ce qu'on voit, les exemples, notamment le quartier durable de la Confluence, des choses qui marchent en termes de bâtiments, de transport, eh bien, ça permet peut-être au gouvernement de réaliser que c'est possible et qu'effectivement, ils peuvent investir dans ce domaine et dans cette voie. Si on reparle un petit peu de ce sommet climat et territoire, en fin de journée, une dizaine de propositions, si on comprend bien. Quelle serait une priorité pour vous, la proposition phare, ça serait quoi ? Michel Saban. Allez-y, je réfléchis en même temps parce que les 10 sont bonnes. Alors, le WWF était investi notamment dans le secteur des forêts et l'atelier sur les forêts. Et la question, c'était de savoir quelle place l'accord de Paris allait laisser à la forêt. Puisque, vous le savez, la forêt a un rôle central, notamment dans le captage du CO2, des émissions de gaz à effet de serre, donc de régulateur, un peu ce climatiseur mondial de la forêt. On voit effectivement une déforestation, une dégradation des terres croissante très importante, de savoir comment on va ralentir cette déforestation, cette dégradation des terres. La place de la forêt pour la COP21, c'est essentiel. Pour vous, c'est l'enjeu central. Oui. Alors moi, c'est l'éducation et la formation, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'aboutissement, de signature de solution s'il n'y a pas le rôle prépondérant de l'éducation et de la formation à la naissance, dès la naissance, partout dans le monde. Et je crois que ça c'est à portée de main. Et j'ai bien vu la mobilisation de notre gouvernement là-dessus, mais aussi de l'ensemble des gouvernements dans le monde. Et si on veut arrêter la déforestation, il faut apprendre et éduquer pourquoi il faut arrêter la déforestation. Des océans sont touchés et je sais combien c'est un enjeu majeur pour la planète et pour nous. Donc voilà, l'éducation et la formation au cœur des propositions. Merci Michel Saban, je vous laisse repartir à notre invité, va vous remplacer. Pierre Canet, vous restez avec nous encore une petite minute parce que je voudrais vous monter un reportage où vous allez voir. Ça va vous parler aussi, Michel Saban. Ce sont les citoyens aussi qui se prennent en main parce qu'on peut faire des économies sur la facture en termes énergétiques, évidemment. Et là, il y a des vrais exemples qui sont mis en place, et notamment dans la région lyonnaise. Regardez ce reportage de Julie Hulin. Éteindre la multiprise, régler son thermostat, dépoussiérer les radiateurs, tous ces gestes sont devenus une habitude du quotidien pour Elisabeth et sa famille. Bonjour Elisabeth, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Alors comment s'est passé le défi dans votre équipe? Très bien. Sur les résultats, on a atteint moins 18% sur l'ensemble de l'équipe, sur l'énergie, et moins 15% sur l'eau, sur les économies d'eau. L'hiver dernier, motivée par sa voisine, Elisabeth s'est lancée dans le défi Famille à énergie positive. Une équipe de plusieurs familles de voisins et un pari, atteindre 8% d'économie d'énergie entre novembre et avril. L'idée, c'est de montrer qu'à l'échelle d'un foyer, on peut aussi réduire ses consommations d'énergie de manière ludique et conviviale, sans contrainte. Et qu'on peut facilement réduire ses factures. En moyenne, les participants économisent 200 € sur leur facture énergie. À la disposition des familles, un livret de conseils et des petits outils pour faciliter la prise de conscience. On remet à chaque équipe cette mallette, on leur prête cette mallette sur la durée du défi avec du matériel notamment de mesure pour prendre conscience des consommations. Alors notamment il y a un wattmètre qui permet de mesurer la consommation des appareils électriques. Des outils qui apportent parfois des surprises. Venez voir. Voilà,
Ah, oui. Regardez, on se rend compte que la machine, tout arrêté, pas de veille, rien. Il n'y a pas de... Elle consomme 0,8 watts. Il n'y a pas de petite ampoule, il n'y a rien du tout. Non. Donc on pense qu'elle est éteinte. Ouais. Et en fait, il y a moins d'1 watt en veille. Voilà. Pour mesurer leur progrès, un site est à la disposition de chaque famille avec un logiciel qui calcule automatiquement les variations de consommation d'énergie. Au début, les résultats n'étaient pas terribles, parce que j'étais à plus 6%, plus 10% par rapport à l'année précédente. Et puis pendant les vacances de Noël, on voit bien, là où j'ai eu un petit peu de temps et que j'ai pu mettre en place tous les gestes, les consommations se sont écroulées. Et on peut voir, voilà, moins 6, moins 16, moins 26% par rapport à l'année précédente. Et puis à la fin du défi, moins 66% par rapport à l'année dernière. Résultat pour Elisabeth, 400 € d'économiser sur sa facture. Une vraie surprise pour cette famille déjà sensibilisée à l'environnement et uniquement avec des gestes très simples. De couvrir les plats, enfin les casseroles, quand l'eau chauffe, ça permet d'économiser jusqu'à 25% du gaz que l'on utilise pour la cuisine. Avec le temps, toute la famille s'est convertie aux éco-gestes du quotidien. Lionel, le papa, aimerait que certaines douches soient encore raccourcies, mais surtout que la prise de conscience s'élargisse. J'ai un regret, c'est qu'en fait, au niveau de la famille, d'un groupe d'amis, on y arrive très bien. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'au boulot, on laisse toutes les lumières allumées. Au boulot, on met la clim à fond. À la mairie, on va avoir la douche dans les vestiaires du stade qui va couler tout le temps et qui ne s'arrête pas. C'est dommage. L'hiver prochain, la famille se lancera peut-être à nouveau dans le défi. En Rhône-Alpes, elles sont déjà plus de 1700 à avoir joué le jeu de l'engagement pour le climat. Voilà pour ce reportage dans la région Rhône-Alpes signé Samia Béchir et Julie Hulin. Deux invités nous ont rejoints à présent. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce sommet. On va essayer de comprendre également jusqu'où va nous emmener cette COP 21. Pierre Adan, bonjour, ancien président de l'ADEME, aujourd'hui président de l'association 4D conseillers francophones pour l'Afrique, notamment sur les questions énergétiques. Nous a rejoint également Gilles Béraud, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'organisateur de Solutions COP 21. Vous êtes aussi le président du comité 21. Donc la solution COP 21, on y va tout droit. C'est-à-dire que là, de ce sommet ici à Lyon, on est parti pour aller jusqu'au mois de décembre, novembre-décembre, ça va nous emmener à Paris. On est parti, ça y est. Jusqu'où? Oui, complètement. Et ce qui est particulier cette année dans ce sommet, comme dans d'autres rendez-vous, c'est que c'est multi-acteurs. En permanence, on est... Soit les collectivités invitent les autres acteurs, soit les entreprises invitent les autres acteurs. Et c'est ce qui nous mène, et c'est la particularité cette année, c'est d'être dans les deux dimensions. Et on est aussi dans deux autres dimensions, qui est à la fois une négociation. On a besoin de ce texte à Paris, on a besoin des engagements des pays, mais on a besoin des solutions. C'est comment on va mettre en œuvre ensuite l'après Paris 2015 et comment surtout on va le mettre en œuvre, non pas seulement avec les experts, mais avec tout le monde. Et avec les citoyens en priorité, parce qu'on l'a vu dans ce reportage, ça concerne d'abord notre vie quotidienne. C'est pour ça qu'on est au Grand Palais, parce que c'est le symbole des expositions universelles, et ce sera un endroit complètement ouvert au grand public. Et imaginez, on est sur les Champs-Élysées en période de Noël, au Grand Palais, et c'est tout symbole d'un lieu qui s'ouvre. Pierre Adan, vous êtes un expert aussi de toutes ces grandes messes, ce climat, ces sommets qu'on voit à peu près dans le monde entier depuis des années, hein, depuis jusqu'à Johannesburg en passant par encore d'autres sommets. Vous le voyez comment, vous, cette COP 21 à Paris? Je rappelle que la COP, évidemment, c'est ce grand rassemblement autour du climat, parce que quand on entend les gens, ils ne savent pas forcément ce que c'est la COP 21. Oui, alors vous savez que les travaux scientifiques qui ont été faits nous disent qu'il ne faut pas qu'on dépasse un réchauffement de 2 degrés. Et pour ne pas dépasser ce réchauffement de 2 degrés, il faut d'ici 2050 diviser par 2 nos émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui a une conséquence considérable pour l'organisation de la conférence de Paris, c'est que cette fois-ci, il faut impliquer la totalité des pays. Non seulement les pays développés, mais aussi les pays émergents et les pays en développement. Donc on va se retrouver à Paris à négocier avec les 195 pays de la planète sur le fait que tous ces pays doivent se mettre à l'action et pas seulement les pays riches. Et donc la question qui se pose à Paris, c'est l'invention d'un nouveau mode de développement pour l'ensemble de l'humanité. C'est complètement différent du protocole de Kyoto, par exemple, qui concernait que les pays industrialisés. Là maintenant, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait de la Chine, des États-Unis, qui ne s'entendaient pas, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas pu vraiment signer. Mais là, on part complètement dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on va aller de l'Afrique en passant par l'Amérique du Sud, le monde entier. Alors avec, ici, on est à Lyon,
pour une séance de préparation qui est une séance de préparation, comme l'a dit Gilles, qui concerne l'ensemble des territoires. Et donc, cette question de l'implication des collectivités locales, de l'implication des acteurs, ce n'est pas uniquement les pays industrialisés. Par exemple, vous avez ici le maire de Dakar qui va expliquer le plan climat qui a été fait à Dakar, qui est l'équivalent de celui qui a été fait à Paris, qui est donc aussi soutenu par la région Île-de-France. Et donc on a ce maillage territorial qui couvre l'ensemble des pays de la planète. Et comme les pays en développement sont les plus vulnérables au changement climatique, que ce soit pour des questions de canicule, de sécheresse, d'inondation, de catastrophes, eh bien, tous ces gens-là sont en train de travailler, je dirais, en lien avec les populations et les collectivités publiques. Alors moi, j'aimerais bien savoir, Gilles Béraud, comment vous allez mettre en place justement ces solutions. C'est-à-dire que là, on signe sur un papier, on est d'accord, et après, comment on les met en œuvre? Alors, d'abord, il faut les faire connaître. Depuis 20 ans, en gros, depuis le sommet de Rio, on a inventé beaucoup de choses sur les territoires, dans l'économie, dans la vie des citoyens, partout. Maintenant, on a besoin de massifier. Mais pour massifier, il faut qu'on règle plein de questions. La première question, c'est celle du financement. Hier, le président Hollande a dit que les collectivités devaient accéder à des financements. Absolument. Mais c'est vrai pour tous les acteurs. Donc la première chose, c'est les financements. La deuxième, c'est les talents et les compétences. Et il faut faire monter le niveau de compétence des gens, il faut attirer les talents sur ces sujets, et y compris les startups, y compris tous ceux qui inventent la société de demain et qui innovent. Et la troisième partie, c'est celle de l'acceptabilité, et ça, c'est les citoyens. Il faut qu'on ait envie. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Mais regardez la science-fiction aujourd'hui. Lisez les bandes dessinées de science-fiction, j'adore ça, mais c'est dépressif. Du temps de Jules Verne, on avait envie d'avenir, on n'a plus envie d'avenir. Donc c'est tout le travail qu'il faut qu'on fasse. C'est une société dont on a envie, mais pour ça, il faut s'adresser aux 2 milliards de personnes qui n'étaient pas nées au XXe siècle. C'est ces 2 milliards de personnes-là pour qui on travaille, et 3 milliards de personnes vont arriver d'ici 2050. Ils n'ont pas l'histoire. Pierre Hadane. Alors là-dessus, je suis justement moi en train de faire un travail qui va être restitué pour la conférence de Paris. Expliquez-nous tout. Comment 50 familles dans le monde peuvent réussir leur vie dans un monde qui réussit la négociation climat. Comment va se passer la vie des gens? Parce que le problème, c'est pas seulement de sensibiliser les personnes, c'est qu'un père ou une mère savent dire à son enfant comment sa vie va se passer entre 2010, 2030, qui est l'horizon de la nouvelle négociation, et puis 2050 et au-delà. Comment ça va se passer sur l'énergie, sur l'alimentation? Vous avez quelques exemples à nous donner concrets? Comment va se passer notre vie d'ici 2030, 2050? Alors, vous voulez quel type de personnage? Dans quel territoire? Prenons un père de famille, peut-être, qui élève... Où ça, géographiquement? En région parisienne, allez. Allez, en région parisienne. S'il est dans le centre de l'agglomération, bien évidemment, aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de voiture. Entre le vélo, les transports collectifs, son logement va bien évidemment être petit à petit isolé, rénové. Et donc, d'ici le milieu de ce siècle, l'ensemble du patrimoine bâti va être refait. Et puis, cette famille, elle va probablement aussi changer un peu son alimentation, des produits de proximité, et peut-être aussi une alimentation un peu moins carnée. Donc, vous voyez qu'on a là des explications. Il va falloir se former à une forme de révolution, je le répétais tout à l'heure, je remploie encore une fois ce mot. C'est une révolution dans notre tête, dans nos mentalités, dans notre quotidien. C'est bien ça, hein, Gilles? Oui, mais aussi, le travail que fait Pierre éclaire l'avenir. Mais l'avenir, nous ne le connaissons pas. Et il faut montrer aux jeunes, notamment, mais à tous les autres, qui savent aujourd'hui. On sait aujourd'hui qu'on ne connaît pas les métiers, on ne connaît pas 50% des métiers de 2030. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur ce sujet. Donc il faut renforcer les capacités des gens dans le monde de l'Internet, dans ce monde, 300 millions de personnes sur Facebook. Le monde a changé en 10 ans. L'iPhone n'existait pas il y a 10 ans. Donc dans ce monde-là, comment on renforce les capacités en conscience des limites physiques, en exploration d'un univers complètement différent, et demain 9 milliards. Vous voyez, l'enjeu, quand on parlait des pays africains, plus de 15 pays africains ont une population, 40% de la population de moins de 15 ans. Cette société-là, il faut la renforcer, il faut lui donner envie. Et c'est tout l'esprit de Solution COP21 au Grand Palais. C'est comment on met à plat la société. On ne sait pas. On est dans un monde en working progress. C'est comment donner envie, c'est ça. Mais c'est comment donner envie de s'approprier, d'inventer et de montrer que ces questions climatiques, c'est aussi une opportunité pour tout le monde, d'abord de reconsidérer une société qui est quand même dans plein d'autres limites que les questions climatiques. La société compulsive de la consommation, on voit bien les dégâts qu'elle a fait sur plein de plans, et comment on va en faire une société créative,
qu'on s'approprie et dont on a envie. Parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est la réconciliation avec l'avenir. Ça passe aussi par la réconciliation avec le politique, qui vit ce bashing en ce moment, la réconciliation avec les entreprises dont on a besoin pour inventer et partager des solutions. Et donc, c'est une réconciliation globale où effectivement, on ne considère plus pays du Nord, pays du Sud, en plus avec sur ces questions énergétiques, où des solutions aujourd'hui émergent dans les pays du Sud et dont on peut s'inspirer. Donc c'est tout cet écosystème-là humain que doit mobiliser fortement la COP21. Et ce n'est pas seulement une négociation, c'est peut-être la première année qu'une négociation climatique va se passer autant dans l'Agora, et avec un message qui n'est pas de dire aux négociateurs seulement « allez-y, vous allez prendre des décisions pour nous ». Mais non, la société est en train de changer, c'est à vous d'accompagner la transition de la société, et c'est à vous de l'orienter dans le bon axe pour qu'on ait des vraies conditions de vie partagées. Pierre Hadane, faisons un petit peu, de politique un petit peu future. Accord à Paris, est-ce que c'est un accord révolutionnaire? Est-ce que ça va changer le destin de la planète? Oui, à la condition qui vient d'être expliquée par Gilles. C'est-à-dire que ce qui est devant nous, c'est pas seulement une révolution technique, c'est une révolution démocratique. C'est-à-dire que vous voyez qu'à travers le téléphone portable, à travers Internet, l'ensemble des gens de la planète sont en communication entre eux. Les collectivités locales du Nord avec les collectivités locales du Sud. Et donc la question qui est posée, c'est à la fois des décisions publiques, des solutions techniques, mais une mise en œuvre, une implication de la totalité des gens, y compris dans leur mode de vie, dans leurs actes quotidiens, et qu'on n'obtiendra pas cette alliance avec chaque personne, parce qu'on ne peut pas contraindre les gens, il faut les faire venir à soi, il faut passer alliance avec eux. Cette alliance nécessite et va générer une rénovation démocratique. Et ça, c'est ce dont on a le plus besoin. Oui, vous avez entendu, j'imagine, vous avez discuté ici dans les ateliers, en salle plénière. Vous sentez cette énergie positive, sans faire de jeu de mots malencontreux? Oui, puis la question de partage, c'est ça qui compte. Pendant longtemps, on a voulu dire, regardez, j'ai une bonne pratique. La question aujourd'hui, c'est pas d'avoir une bonne pratique, c'est d'avoir une solution qu'on peut partager, dupliquer, s'approprier, transformer, faire évoluer. C'est l'esprit. Donc on a créé d'ailleurs un site internet qui s'appelle Solutions COP21 aussi pour partager ça. Il y a un hub des solutions, il y a le nôtre, mais il y en a plein d'autres. Non, la question, ça va être de rendre interopérable, créer des interfaces pour que toutes les effervescences des initiatives puissent se coordonner sans rien perdre de la diversité, mais dans un axe quand même très important qui est d'émettre moins de carbone, ça c'est évident, mais de trouver toutes les solutions d'adaptation, parce que dans tous les domaines, on y est. C'est pas parce qu'on est sur un événement caniculaire aujourd'hui à Lyon, au sommet comme partout. Non, on est sur une bascule extrêmement importante qui est en train de se faire, et notre enjeu, c'est quand même l'humanité, mais non pas l'humanité raisonnable en survie, l'humanité qui a une grande ambition de qualité de vie partagée. Et je reviens peut-être d'un mot encore sur ce qu'a dit François Hollande hier. Il dit l'enjeu, c'est l'urbain. L'enjeu, c'est les villes. Les villes, aujourd'hui, sont la priorité et sont peut-être aussi plus en amont, plus de force, notamment, que les États et que certains pouvoirs politiques. Oui, il ne faut pas mettre en opposition. Mais qui a le contact avec le citoyen? Ce n'est pas le chef d'État en direct, c'est le maire, c'est l'élu de quartier. Et donc, si on veut mettre en mouvement les citoyens, vous voyez, la question du climat est une question planétaire à solution territoriale. Et donc, c'est les collectivités locales qui vont être à la manœuvre. Et quand on parle des entreprises, c'est pas uniquement les grands groupes internationaux, c'est aussi les petites entreprises, les PME. Et ces PME, qui peut les animer? Ce sont les collectivités locales. Donc, c'est les acteurs qui sont ici qui peuvent les entraîner. Et voilà, les maires qui vont donc avoir aussi une grande responsabilité, les collectivités locales également. Merci Gilles Béraud, merci beaucoup Pierre Hadane d'avoir été nos invités. Je vous propose ce reportage de Paul Bouffard. C'est un résumé un petit peu de ce qui s'est passé depuis hier ici au sommet Climat-Territoire à Lyon. Il y a urgence. Dans certaines régions du monde, l'alerte est donnée. Mohamed Ibrahim représente la ville de Tombouctou dans le désert malien. Comme il le dit, le dérèglement climatique, c'est d'abord eux. Manque de pluie, les inondations, le rehaussement de température, c'est d'abord nous qui les vivons. Et nos populations, nos agriculteurs ne sont plus capables de se nourrir à partir de l'agriculture traditionnelle et que de toutes les façons, à la longue, comme la planète n'a pas de frontières, les pays ont des frontières, mais le climat, lui, n'a pas de frontières. Alors après nous, ça serait les autres.
Mobilisation générale. Michel Okala interpelle le président Hollande ici à Lyon. Pour la représentante de la jeunesse africaine, l'avenir ne se fera qu'avec un changement de comportement. Pour moi, en tant que jeune, c'est beaucoup plus le développement de tout ce qui est vert. Des emplois verts, de développement de nouvelles initiatives vertes. Ça coûte, mais à vrai dire, c'est ce dont on a besoin. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, on en a besoin. De vraiment changer le changement de comportement. C'est ce qui sera à la base. Maintenant, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ce sera de façon très progressive. Il y a quelques heures, c'est le premier pollueur mondial qui faisait un pas. Le Premier ministre chinois annonce la contribution de son pays dans la réduction des émissions de CO2. Dong Yangfan est urbaniste chinoise. Elle voit la Chine vivre aujourd'hui son exode rural, mais urbanisation grimpante rime bien avec pollution. Le problème en Chine du changement climatique maintenant est que trop de monde se sont intéressés à la vie urbaine, surtout dans des grandes villes comme Pékin, Shanghai, Shenzhen et partout. C'est parce qu'il y a des infrastructures beaucoup plus que les aires rurales en Chine. Sensibiliser et mobiliser seront les mots d'ordre de la COP21. Objectif aussi, ne pas réitérer l'échec de la conférence de Copenhague, éviter que le syndrome danois ne contamine Paris. Voilà, résumé signé Quentin Calmet, Paul Bouffard qui suivent pour vous ici ce sommet climat et territoire. Nous a rejoint Bernard Garnier. Bonjour, vous êtes le président d'Atmo France. Atmo France, on va dire que vous occupez de notre atmosphère et c'est important en cette période caniculaire et on sait de fortes pollutions. Vous allez prendre le micro, celui-ci. Monsieur Garnier, en pleine canicule, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de vivre mieux? Ce que j'ai envie de dire, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes présents à cette manifestation, si j'ai un message à donner, c'est dans les travaux préparatoires de la COP21, n'oublions pas l'air et la santé. Alors, ça semble évident à le dire comme ça. Non, c'est important parce que vous avez l'impression de dire que c'est oublié. J'ai un peu l'impression, et c'est plus qu'une impression, que ce n'est pas tout à fait un thème qui est bien repris. Or, on sait très bien aujourd'hui que dans les débats qui tournent autour de l'énergie et du climat, la question de la pollution est une véritable préoccupation. Dans les différents sondages qui ont eu lieu ces dernières années, on s'est aperçu que la préoccupation environnementale, la première des Françaises et des Français, c'est effectivement la pollution de l'air. Or, on sait très très bien qu'entre ce que nous appelons les polluants du climat, c'est-à-dire en gros les gaz à effet de serre, et les polluants atmosphériques, je pense par exemple aux poussières fines, à l'ozone, on en parle beaucoup aujourd'hui, il est évident qu'il y a des liens qui sont extrêmement étroits entre les deux. Ce sont souvent les mêmes sources d'émissions, les mêmes leviers d'action, parfois cependant, il y a des effets antagoniques et je peux donner, si vous le voulez bien, quelques exemples, sans vouloir broyer du noir. C'est concret, pour que les gens puissent nous comprendre. Eh bien, je vais essayer de vous donner des exemples concrets qui ont déjà défrayé la chronique. Par exemple, il est important d'isoler les logements pour économiser l'énergie. Mais si la ventilation est mal assurée dans le logement, il est absolument évident qu'on peut assister ici à des développements de pollution intérieure. Autre exemple, qui n'était pas tout à fait bien compris par les Françaises et les Français, et on peut le comprendre. Le bois énergie, il est évident qu'il est nécessaire de favoriser cette source d'énergie renouvelable. Ceci étant, si elle est mal utilisée, par exemple, quand on utilise des foyers ouverts, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'insert, il est évident que si on utilise très souvent pour se chauffer des foyers, ce qu'on appelle ouverts, eh bien, il y a des dégagements de pollution atmosphérique très importants dans l'atmosphère. Aux cheminées, c'est bien ça? Les cheminées ouvertes. Il y avait eu une polémique l'hiver dernier. Est-ce qu'on interdit les cheminées, notamment à Paris? Non, mais bon, je pense que là-dessus, il faut être assez souple. Je veux dire qu'on ne va pas interdire à tous les Français, à toutes les Françaises, d'utiliser une cheminée à foyer ouvert. Si c'est pour une flambée le dimanche soir ou je ne sais trop quoi, n'exagérons pas. Mais si effectivement, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes utilisent systématiquement tous les jours, au cours de la période de chauffe, des cheminées à foyer ouvert, si je prends l'exemple de l'Île-de-France, j'avais de la peine à le croire, mais les mesures que nous avons effectuées, Airparif, montrent très bien que la pollution liée à ce type de chauffage est très importante, y compris en Île-de-France, dans le pourtour de l'Île-de-France. Voilà, donc il ne s'agit surtout pas
de dire que le chauffage au bois c'est mauvais. Au contraire, il faut favoriser la biomasse et le chauffage au bois, mais dans de bonnes conditions. Monsieur Garnier, si on comprend bien aujourd'hui, vous dites n'oublions pas la pollution, n'oubliez pas aussi tout ce que vous faites vous en termes d'atmosphère, évidemment, en termes de pollution. Vous êtes un peu le grand oublié de ce sommet quelque part. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, que nous sommes les grands oubliés, mais nous estimons que nous devons réinsister parce que je vous disais tout à l'heure que la pollution de l'air est considérée par les Français comme étant la première préoccupation environnementale. Et puisqu'on parle beaucoup dans ce colloque, et c'est bien normal, de mobilisation citoyenne, eh bien nous estimons à Atmo France que par le biais de la pollution de l'air, il y a des vecteurs de mobilisation citoyenne extrêmement importants, parce que la population est forcément très sensible à la santé et à l'état sanitaire. Merci en tout cas d'être intervenu sur notre antenne. Pour ceux qui n'ont pas pu voir ou écouter le président de la République hier, François Hollande, qui était à Lyon, je vous propose de revoir cette allocution du président de la République devant ce sommet climat et territoire ici à Lyon. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, je voudrais d'abord vous remercier pour les mots de solidarité que vous avez eus à l'égard de la France après l'acte terroriste qui a été commis ici, dans cette région, et qui a profondément marqué les esprits, tant il nous rappelait d'autres attentats qui s'étaient produits au début de cette année en France, et également il faisait hélas une triste coïncidence avec d'autres attentats et attaques terroristes en Tunisie et au Koweït. Face au terrorisme, nous devons avoir des principes, mais aussi des actions. D'abord, la fermeté, elle est indispensable, elle est nécessaire. Ensuite, le sang-froid, ça vaut pour les gouvernants, ça vaut également pour les peuples. Ne pas se laisser entraîner là où les terroristes veulent justement nous égarer. Et enfin, de la solidarité entre les peuples, entre les nations, entre les territoires. Et nous sommes donc dans le sujet. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter contre les inégalités à l'échelle du monde. C'est lutter contre aussi une dévalorisation de l'humanité. C'est exiger que nous portions nos valeurs là où elles nous rendent encore plus responsables, c'est-à-dire l'avenir de la planète où nous vivons pour quelque temps. Alors je veux aussi saluer le président de la région, Jean-Jacques Kéran, une région, si j'ai bien compris, à énergie positive, avant même que la ministre Ségolène Royal en ait fait un drapeau commun. Je veux aussi dire à Gérard Collomb que sa ville, je le dis devant la maire de Paris, donc je fais très attention, qui est effectivement au cœur de la France, est également une ville qui est d'avant-garde et qui montre l'exemple. Vous êtes ici des représentants de gouvernements locaux, de régions, de villes, de métropoles, parfois même de villages. Et vous portez la même volonté, la volonté d'être utile et d'agir. Et c'est tout le sens de ce sommet climat-territoire. Je veux féliciter les organisateurs, les animateurs, qui ont fait beaucoup pour donner aussi une dimension humaine. Parce que quand on lit les textes, y compris pour la préparation de la conférence sur le climat, on a parfois du mal à les comprendre. Tellement de concepts, de chiffres, de calculs, où on veut réduire le réchauffement de la planète de 2 degrés, mais on ne sait plus quelle est la référence. En tout cas, on veut réduire le réchauffement, c'est déjà pas mal. Oui, il y a tellement de textes qui s'accumulent les uns les autres et qui finissent par occulter ce qu'est finalement l'attente des populations, mais surtout l'action des États lorsqu'ils sont responsables et des territoires qui, eux, ont anticipé le plus souvent. Et c'est ce que vous avez voulu donner comme témoignage. Je veux saluer aussi les jeunes, non pas parce qu'ils seraient jeunes, ça c'est un destin qui ne pourra pas les mobiliser très longtemps, mais parce qu'ils sont conscients, peut-être plus que d'autres,
de la nécessité d'agir. Parce que la planète, elle est quand même pour eux, plus longtemps que pour nous. Alors, à 5 mois de la conférence de Paris, votre rencontre, votre sommet est une étape importante. Elle marque une prise de conscience, je savais qu'elle existait, une détermination collective, et vous aurez l'occasion de la marquer à travers la déclaration que vous publierez demain. Votre réunion aussi accélère la mobilisation des territoires du monde entier, puisque vous êtes ici représentant de l'ensemble des continents. Et parce qu'elle montre que l'action pour le climat est l'affaire de tous, des États, des gouvernants, des organisations non étatiques, c'est-à-dire des entreprises, des associations et des territoires. D'abord, les États doivent prendre leurs responsabilités. À Lima, lors de la COP20, il y a eu une décision très importante qui a été prise, puisqu'il a été établi que chaque pays devait porter une contribution nationale pour fixer des objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et c'était une première étape dans les négociations climatiques internationales, qui n'avait jamais été franchie jusque-là. L'Europe a également pris sa responsabilité. Elle a rassemblé tout ce que les nations qui la composent voulaient produire pour en faire un document commun, un engagement commun, et qui a été scellé par le président de la Commission européenne, Juncker, et par le président du Conseil européen, Tusk. Mais ça ne sera pas suffisant. La lutte contre le réchauffement climatique doit également mobiliser tous les territoires. C'est-à-dire, aussi fortes soient les contributions nationales, en réalité, aussi vide sera cet engagement s'il n'est pas rempli par les territoires. Et donc j'attends, en tant que chef de l'État du pays qui va accueillir la conférence sur le climat, j'attends de vous tous, la contribution des territoires à la conférence sur le climat. Vous avez déjà beaucoup avancé dans cette direction, puisque ce sommet de Lyon marque une évolution, mais qui était déjà engagée depuis plusieurs années, depuis la conférence de Bali en 2007, jusqu'au sommet de Rio +20, j'y étais, en 2012. Il y a eu des mobilisations de tous les réseaux de collectivités territoriales, des feuilles de route climat des gouvernements locaux et internationaux. La maire de Paris a réuni les maires des principales capitales et il y a eu l'appel de Paris, il y a eu l'appel de Bordeaux, l'appel de Yamoussoukro, l'appel du Québec. Je suis heureux qu'il y ait autant d'appels qu'il y ait de villes, mais faudrait-il encore que ça puisse converger et se rassembler. Votre rassemblement, justement, c'est un moment de dialogue, d'échange, mais également de propositions. Vous abordez tous les thèmes, ceux de la conférence, la mobilité, le transport, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie bas carbone, l'économie circulaire, le financement. Et vous avez raison, parce que l'enjeu n'est pas sectoriel, il est global. Il s'agit de prendre toutes les dimensions de toute l'organisation économique, sociale et j'allais dire même politique, pour que nous puissions avoir le résultat. Votre sommet s'inscrit également dans un processus. Il y a un mois, c'était les entreprises du monde qui se réunissaient à Paris, à l'UNESCO, pour préparer la conférence sur le climat. Et c'est dans cette conférence qu'il y a eu une déclaration forte pour qu'il y ait un prix du carbone. Maintenant, on dit un corridor du carbone, mais je ne veux pas compliquer l'exercice. Un prix du carbone pour qu'il puisse y avoir ce signal envoyé à tous les acteurs économiques qu'il y a un coût qui est infligé à la planète chaque fois qu'il y a des émissions de CO2. Ce sont les entreprises maintenant qui portent ce principe, non pas par philanthropie, ça peut leur arriver, parce que les entreprises aussi, en tout cas les chefs d'entreprise, les cadres, les salariés sont conscients de l'enjeu, mais parce que c'est aussi un élément qui doit leur permettre de faire de meilleurs investissements, de meilleurs choix, et également d'être plus compétitifs grâce à ce prix du carbone. Il y aura bientôt aussi la conférence des scientifiques du climat, toujours à Paris,
là aussi pour montrer qu'il n'y a plus de débat sur les causes ou sur même l'existence du réchauffement climatique. Et avant, il y avait encore quelques esprits qui étaient embrumés ou congelés peut-être, et qui n'avaient pas encore compris que les données scientifiques étaient incontestables. Eh bien, une nouvelle fois, elles seront rappelées après tant de rapports du GIEC, même si nous savons tout cela, l'opinion publique, les populations doivent être éclairées, éclairées par la science, par la raison, et pas simplement par la peur ou par l'émotion. Et puis, il y aura, à la fin du mois de juillet, une réunion également à Paris, le sommet des consciences. Ce matin, j'ai rassemblé les différents cultes de France qui portaient eux-mêmes une contribution, une déclaration, et qui voulaient aussi être utiles pour soulever un sursaut citoyen de conscience pour que nous puissions également prendre nos décisions en connaissance de cause. Et à la fin du mois de juillet, il y aura ce sommet des consciences avec les autorités spirituelles pour que nous puissions justement là aussi éclairer et donner un message d'espérance mais aussi de combat. Quel est notre objectif pour la conférence sur le climat à Paris? Nous voulons, maintenant les principes sont connus, une alliance qui puisse reposer sur 4 piliers. Le premier, c'est un accord universel, contraignant, je prends les mots maintenant usés jusqu'à la corde, mais qui signifient quand même ce que nous voulons faire. Universel, ça veut dire qu'il concerne tout le monde. Différencié, ça veut dire que ce ne sera pas les mêmes contraintes ou les mêmes règles qui seront posées selon les pays, on tiendra compte de leur niveau de développement, et puis qu'il soit applicable à tous. Le deuxième pilier pour l'Alliance, si nous voulons réussir l'accord, c'est qu'il y ait des contributions qui soient portées par les pays et qui soient rassemblées et évaluées avant la conférence. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de pays qui ont déposé une contribution sur plus de 190. La Chine vient de déposer la sienne et nous avons rappelé, Nicolas Hulot l'a fait, l'importance de cette contribution. Le Premier ministre chinois qui est là en ce moment, en France, a voulu que ce soit en France qu'il puisse faire connaître la contribution de son pays. Et c'est une contribution forte, parce qu'elle porte à la fois sur la réduction des émissions de CO2, par la limitation, voire la suppression à terme, du charbon dans un certain nombre de centrales, et également sur des actions qui doivent viser à réduire l'intensité carbone de la croissance chinoise. Alors, c'est encourageant. Et il y a d'autres contributions qui sont en ce moment déposées. On peut imaginer qu'à l'automne prochain, 90% des émissions de gaz à effet de serre seront couvertes par les contributions. Et ça vaut pour tous les pays. Le Maroc a déposé aussi sa contribution. Le Gabon l'a fait. Et si des pays plus pauvres ont besoin d'accompagnement, la France a déclaré qu'elle pouvait accompagner ces pays à travers l'Agence française de développement pour avoir une qualité dans la contribution pour chaque pays. Nous devons aussi, dans cet accord, avoir un aspect, une dimension de financement. Ce sera le plus important. C'est là que ça va se jouer. En fait, que ce soit pour le climat ou pour d'autres sujets, c'est toujours autour de l'argent, du financement, que les choses se font ou ne se font pas. Et faut-il encore savoir comment rassembler ces financements et comment les utiliser. Et puis, la quatrième dimension de l'accord, c'est vous. C'est l'agenda des solutions. C'est tout ce que vont porter les territoires, les entreprises, les acteurs non gouvernementaux, non étatiques, pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors, c'est dans cette partie-là que vous pouvez prendre toute votre place. Vous devez mettre en avant les résultats concrets qui ont déjà été obtenus. Ils sont considérables. Vous pourrez montrer les pratiques qui peuvent être justement diffusées, adaptées à la situation de chacun. Les investissements qui ont déjà été réalisés et qui marchent dans les domaines de l'économie d'énergie, du renouvelable,
des déchets, du transport, de la mobilité, de l'économie circulaire, tout ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous avez à l'esprit de faire demain, et notamment à travers le concept décisif de ville durable. Parce que dans les pays émergents, dans les pays en développement, c'est la question de l'avenir des villes qui est posée. J'y reviendrai. Alors, comment réussir? Pour ce qui concerne la préparation de la conférence, j'y reviendrai. C'est-à-dire avoir d'abord une accélération. Ce qui est vrai à l'échelle de chacun de nos territoires est vrai à l'échelle du monde. C'est toujours trop lent. Il y a toujours trop de gens qui veulent attendre, qui veulent passer du temps. Ça vaut aussi pour l'actualité européenne. Pourquoi renvoyer à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui? Trop de temps est perdu. Et là encore, pour la négociation sur le climat, si on n'accélère pas le processus, on aura un texte beaucoup trop tard. Donc, premier point, il faut accélérer. Deuxième point, il faut mobiliser les chefs d'État et de gouvernement. Ce sera l'occasion, notamment de l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre, de pouvoir le faire. Et puis, il faut aussi que vous puissiez vous organiser. D'abord, fédérer vos initiatives. Rassembler les moyens qui sont aujourd'hui trop dispersés. Et le sommet de Lyon, de ce point de vue, est très important. Ensuite, nous devons recenser les initiatives et les pratiques qui marchent. C'est la plateforme dite NASCA. J'ai découvert ce concept aussi aujourd'hui. Non-State Actor Zone for Climate Action. Donc ça s'appelle NASCA. Ça change tout. Ben, écoutez, il faut faire le NASCA, puisque ça permettra d'avoir une évaluation reconnue par tous pour les contributions des acteurs non étatiques, de manière à ce que nous puissions évaluer, noter et pouvoir donc diffuser. L'Agence française en charge de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, justement, met au point une méthode permettant de faire cette évaluation. Il faut ensuite rassembler les ressources et les moyens, et donc faire droit à votre proposition, qui est de pouvoir accéder à des fonds, que les collectivités locales, les gouvernements locaux, les territoires puissent accéder directement aux fonds, aux fameux 100 milliards de dollars que nous devons rassembler pour 2020. Ces 100 milliards viendront, il y a le fonds vert, mais qui est une toute petite partie, 10 milliards de dollars. Il y a tous les autres fonds, toutes les autres ressources qui doivent être mobilisées, publiques, privées, les institutions internationales, les banques, les entreprises, les États, 100 milliards, qui doivent être chaque année mis au service des investissements, des technologies pour la transition énergétique et écologique. Qui accédera à ces fonds? Il faut donc qu'une partie de ces fonds puisse être directement accessible aux gouvernements locaux, aux collectivités territoriales, aux territoires. Ça, c'est l'enjeu majeur. Alors, il faut toujours s'imposer les règles que l'on édicte à l'échelle internationale pour soi-même. En France, nous avons donc d'abord fait voter une loi. En France, tout commence par une loi. On ne sait pas comment ça se termine, mais ça commence toujours par une loi. Et c'est la loi sur la transition énergétique et écologique. Cette loi permet là aussi de dégager un fonds qui n'est pas le seul sur lequel les collectivités locales pourront puiser, mais un des fonds, et c'est le fonds de transition énergétique. Des territoires ont été appelés, dans le cadre du projet à énergie positive, exactement ce que nous proposons pour le monde. Et je crois qu'il y a 500 villes et territoires en France qui ont répondu à l'appel et 216 qui sont déjà en cours de signature. Ça pourra générer 1 ou 2 milliards d'euros très rapidement de travaux. Créer, on parle de 100 000 emplois dans le secteur du bâtiment, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, des nouvelles technologies. Ce que nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure à Lyon en était l'illustration. La Caisse des dépôts, son directeur général est là, va mettre en place 15 milliards d'euros pour le financement de la transition écologique et énergétique. L'Europe, c'est le plan Juncker, même esprit,
dégager des fonds supplémentaires pour les infrastructures, pour les énergies renouvelables, pour également l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, les transports. Eh bien, pour le monde, nous devons avoir ces fonds-là à un niveau encore plus important, mais essentiellement dédiés aux pays en développement et aux pays qui veulent accéder aux technologies. Parce que la lutte contre le réchauffement climatique peut être une opportunité pour les pays développés de croissance, pour les pays en développement et les pays émergents d'avoir aussi un bien-être et des technologies qui puissent leur permettre de gagner du temps par rapport aux pays les plus riches et de partager donc les technologies. Je veux insister sur l'enjeu urbain parce qu'il est majeur. D'ici 2050, les villes dans le monde devraient accueillir, ce sont vos chiffres, les 2/3 de l'humanité et donc émettre 70% des rejets de CO2. En 2050, la population mondiale dépassera 10 milliards d'habitants. Et donc, essentiellement dans les villes. Ces chiffres donnent le vertige d'une double façon. D'abord, que vont devenir les espaces ruraux? Est-ce que ce seront des espaces vides, des espaces désertiques, des espaces où il n'y aurait plus de vie possible? Et donc pas d'alimentation, pas d'agriculture, pas de capacité à pouvoir être autonome, indépendant? Nourrir la planète, ça fait partie aussi de l'enjeu de la conférence sur le climat. C'est en ce moment l'exposition universelle de Milan qui en a fait son ambition. Donc le premier enjeu, avant de parler des villes, c'est de parler des espaces ruraux. Ensuite, nous devons faire des villes différentes de celles qui existent aujourd'hui. Les villes qui sont déjà construites, d'une certaine façon, il s'agit de les reconvertir. Ce n'est pas facile de réhabiliter les logements, de mettre de l'efficacité énergétique. Mais les villes qui ne sont pas encore construites, car dans les pays émergents et les pays en développement, ce sont des villes futures que nous avons à préparer. Comment seront bâties ces villes? Comment seront-elles organisées? Si c'est la reproduction de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une fatalité pour la planète. Ce sont les mêmes villes partout, avec les mêmes gaspillages, avec les mêmes modes de construction, avec les mêmes oublis sur le rapport à l'autre et la capacité de pouvoir développer une démocratie du quotidien. Donc, vous, les territoires, vous devez prendre votre part dans la construction de ces villes durables. J'ai voulu, là aussi, que nous puissions, à travers l'Agence française de développement, être à l'innovation pour ces villes durables. Nous avons voulu aussi qu'il puisse y avoir au niveau européen et au niveau mondial une organisation qui nous permette de mettre nos technologies, nos entreprises, nos modes de développement au service des pays les plus pauvres. Je veux terminer pour vous appeler, vous aussi, à prendre votre part dans la négociation. Cette négociation, je vous l'ai présentée, elle est très compliquée sur le contenu même de l'accord, chacun le sait. Elle est très compliquée dans son organisation, dans sa visibilité. Où se passe la négociation? Il y a aujourd'hui 2 négociateurs qui sont chargés par les Nations Unies de faire ce travail, d'élaborer un texte avec des représentants de tous les pays. Il y a également l'ONU qui joue son rôle, et je veux saluer le leadership de Ban Ki-moon là-dessus. Et puis, il y a le rôle des États et des gouvernements qui seront sollicités ou tout de suite avant la conférence ou dans la conférence. Parfois, dans la conférence, il est trop tard. C'est ce qui s'est passé à Copenhague la dernière fois. Et puis, il y a les territoires. Et moi, je veux que vous soyez associés à cette conférence. D'abord, cette conférence, elle est liée à une autre conférence qui est celle sur le développement, dont une réunion très importante va se tenir à Addis Abeba le 13 juillet, et qui va elle-même trouver son aboutissement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut lier le développement et le climat. Mais il nous faut aussi qu'à Paris, pendant tous les jours qui précéderont la conclusion, il puisse y avoir cette mobilisation. Il y aura donc des événements importants. Il y aura un événement pour la jeunesse, puisque
à la fin du mois de novembre, il y aura la conférence sur la jeunesse. Le ministre Kader en est pour partie chargé, avec d'autres, où il y aura plusieurs milliers de jeunes qui seront présents de tous les pays du monde. Il faut qu'il y ait cette image et cette volonté, cette implication. Et puis, il y aura une journée dans la conférence qui sera uniquement consacrée aux territoires, où les territoires ne prendront pas la parole, mais participeront à l'élaboration de la négociation et donc de sa conclusion. Nous ne réussirons pas séparément. Il y a la volonté locale, celle que vous portez. Il y a la volonté nationale. Ici, en France, il y a, au-delà des sensibilités politiques, aujourd'hui, une volonté qui s'exprime de vouloir que Paris soit un succès. Il y a la volonté européenne, elle est là. Et puis, il y a la capacité du monde à se mettre d'accord. Mais s'il n'y a pas, à un moment, la traduction de cette volonté sur les territoires, la conférence, même si elle est un succès, même si elle aboutit à un accord, elle ne se traduira pas dans la vie de nos populations et elle ne pourra pas avoir une portée sur les décennies à venir. Donc je vous appelle à mon tour à prendre toute votre part dans la négociation et à prendre toute votre part dans la réussite de l'accord et surtout dans la vie de la planète que vous avez aujourd'hui en charge. Merci. Monsieur le